9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, dans quelques instants, le conflit Israël-Gaza. On est peut-être à la fin de la guerre à Gaza, parce qu'il y a des négociations qui sont en cours. On va tout voir avec Franck Meloul, le président de I24 News, chaîne israélienne. Il nous expliquera sa version en fait des faits. Et puis on reviendra aussi sur une polémique. Alors depuis d'ailleurs le 7 octobre, où la chaîne a été mobilisée, considérée par certains comme étant évidemment pro-israélienne, et elle est attaquée sur les réseaux sociaux. Nous y reviendrons. Et on se posera d'ailleurs la question, est-ce que dans ce conflit, la presse a été objective? C'est vrai qu'il n'y avait pas la même vision des choses en fonction du lieu où on se situe. Notamment, tiens, puisqu'on va l'évoquer en fait maintenant avec notre invité, l'Algérie. Les accords de 68, visa, nomenclatura, où allons-nous? Est-ce que la France doit durcir sa relation avec l'Algérie? Fatia Boujalat est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste, je le rappelle, principale adjointe aussi dans un collège, auteur de plusieurs livres. Le dernier, c'est Le Grand Détournement, aux éditions Le Cerf. Fatia Boujalat, on vous Alors, pour être précise, le dernier s'appelle Les Nostalgériades. Je vous dis ça parce qu'en fait, le titre, c'est Nostalgie, Algérie, Jérémiade. Alors voilà, je l'ai vu. Je trouve que ça tombe bien dans le contexte actuel. Voilà, j'allais y venir justement, précisément. Alors, est-ce que vous pensez que aujourd'hui on est à un point où on risquerait même d'avoir une rupture des relations entre les deux pays? Vous, Fatia Boujalat, qui connaissez bien ces relations. Écoutez, c'est toujours un risque. On sait que la haine de la France est un moteur, est un levier de politique intérieure pour l'Algérie. On a aussi un président extrêmement véhément, Tebboune, qui se présente comme fils de Moudjahidine et qui a vraiment la stratégie de diversion, d'organiser une diversion sur tout ce qui ne va pas à l'intérieur de l'Algérie, en se focalisant sur la France éternellement coupable. Ouais, c'est une stratégie, une politique par le pouvoir en place, C'est une stratégie, et ce qui est désolant, c'est que ça fonctionne. Voilà. Oui, l'Algérie, c'est un pays qui ne va pas bien, c'est une kleptocratie, c'est des milliards détournés, c'est des coins où il n'y a pas d'école mais des mosquées, c'est des coins où il n'y a pas l'eau courante toute la journée, le système de soins d'hôpitaux est dans un état désastreux. Par contre, on fait une mosquée à 5 milliards d'euros et puis on essaye d'endormir les Algériens en leur disant ils peuvent se renarcissiser en tapant sur la France. Ouais. Alors, vous avez utilisé peut-être un terme important, c'est endormir les Algériens, endormir en fait le peuple. Justement, est-ce qu'il n'y a pas une scission à l'intérieur du peuple en fait algérien, avec notamment les jeunes générations qui constatent, qui voient aussi ce qui se passe en fait à l'extérieur et qui voient ce qui se passe dans leur pays? Est-ce que la solution, elle ne vient pas de là, Fatia Boujalat? Mais c'est une schizophrénie à l'échelle d'une population, c'est ça qui est terrible. Ouais. En ce moment, les influenceurs qui n'arrêtent pas de cracher sur la France, cracher sur l'Occident, cracher sur la démocratie, mais qui refusent d'être expulsés en Algérie. C'est toute la schizophrénie des nouvelles générations. Comme ils ont de l'argent, comme ils ont un niveau de vie français, ils vont en Algérie et se comportent comme des touristes de masse. Voilà. Donc pour eux, l'Algérie, c'est un éternel été, c'est le restaurant tous les jours, c'est ce mensonge-là qu'ils entretiennent. Alors peut-être qu'ils ont un compte à régler avec leur psyché en tant qu'ancien peuple colonisé, mais cette tartufferie qui consiste à vanter l'Algérie tout en refusant d'y vivre, parce qu'on est conscient que c'est une dictature, parce qu'on est conscient des abus permanents de l'État, c'est ça qu'il va falloir dénoncer et que la France refuse de dénoncer pour rester dans des relations diplomatiques qui, de toute façon, ne fonctionneront pas bien puisque l'Algérie a plus de partenariats désormais avec l'Italie qu'avec la France. Ouais. Voilà. Au bout d'un moment, il faut créer un rapport de force. Oui, mais créer un rapport de force, sachant qu'il y a cette politique, alors, est-ce qu'elle est voulue totalement par le pouvoir algérien ou pas, de ces influenceurs pour semer la discorde ici sur le territoire et menacer même, parce que quand il y a des appels à la haine, on peut craindre même des actions terroristes. Alors, l'Algérie, on a longtemps cru que c'est les militaires qui avaient pris le pouvoir face aux islamistes, suite aux années noires. Mais en fait, non, ils leur ont livré la société civile.
pour garder leur marché, pour regarder leur précaré. Donc oui, il y a un vrai risque. Je pense pas que ce soit organisé par rapport à certains, mais quand vous prenez Karim Zeribi, il y a la mise en place d'un vrai lobby politique pro-algérien. Et la France Insoumise se comporte comme un parti de l'étranger. Vous avez des députés de la France Insoumise d'origine maghrébine qui en fait ne défendent que le Maghreb. Moi, il y a un vrai problème d'allégeance. Et quant à ces influenceurs-là... À Karim Zeribi, il dit non, mais non, il dit je veux poser les choses de façon sur la table, quoi, mettre les choses à plat et pas forcément soutenir les uns les autres, quoi. Non, écoutez, vous dites que Karim Zeribi, il a commencé avec Jean-Pierre Chevènement. Je l'ai connu quand il avait son association Agir pour la citoyenneté. Donc je peux vous dire, c'est une sacrée culbute qu'il a fait. Et cette culbute, elle peut justifier que par un opportunisme médiatique, c'est-à-dire se présenter du côté des indigénistes. Et puis aussi, je pense qu'il y a la monnaie sonnante et trébuchante. Il y a lui, il y a Benjamin Stora qui rejoue sa jeunesse, sa nostalgie de l'Algérie en étant complètement complaisant et en osant dire que Boualem Sansal n'aurait jamais dû blesser le sentiment national. Voilà, l'Algérie mène aussi une politique de soft power. Pourquoi ce serait uniquement le Qatar? Et ils se disent que c'est la plus grande diaspora en France. Eh ben, ils vont les activer pour en faire des adversaires de l'intérieur. C'est ça qu'il faut empêcher. Non, mais on leur posera la question. Fathia Boudjalat, est-ce qu'il n'y a pas eu un basculement aussi lors des attaques du 7 octobre, avec cette guerre Israël-Gaza, où évidemment les choses n'étaient pas perçues de la même manière au Maghreb qu'en France, quoi. Il y a eu un énorme rôle. L'Algérie est en train de se perdre dans un antisémitisme stupide, virulent, mais qui est alimenté depuis extrêmement longtemps. Je me souviens, de toute façon, le soutien aux dictatures, que ce soit Saddam Hussein et compagnie, mais il y a la haine d'Israël. Vous ne pouvez pas aller en Israël et après aller en Algérie. C'est interdit. Voilà. Et en plus, il y a le jeu de l'Algérie vis-à-vis du Maroc, qui lui a décidé de normaliser ses relations avec Israël. Et c'est aussi une façon d'alimenter le nationalisme en opposition avec le Maroc. Donc l'Algérie mène une sale guerre, en fait, à bas bruit, mais une sale guerre. Merci beaucoup Fathia Boudjalat. On va en parler justement de cette guerre Israël-Gaza. Est-ce que comment vous avez perçu aussi vous justement le rôle de la presse? On va en parler avec Franck Meloul, le président de la chaîne I24 News, dans un instant sur Sud Radio. Et puis aussi de cet espoir tout de même d'une fin de guerre à Gaza. On voit ça dans un instant sur Sud Radio. La vérité en face. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. 20h ici à Tel Aviv. On est ensemble pour 1 heure d'infos en direct. Voici les titres. On se dirige, semble-t-il, vers l'annonce d'un accord de cessez-le-feu à Gaza. Les derniers détails ont été réglés et acceptés, semble-t-il, par les deux parties. On va tout vous détailler. Voilà, donc ça, c'est la chaîne I24 News. Je reçois son président, Franck Meloul. Bonjour. Bonjour Patrick. On a entendu un extrait récent, parce que évidemment, on va vers la fin de cette guerre à Gaza. Alors, véritablement, c'est ça, tout est enclenché avec des négociations qui ont lieu, menées par le Qatar sous la pression des États-Unis. Alors c'est Joe Biden qui annonce, mais c'est Donald Trump qui est derrière. Alors je ne sais pas si on va vers la fin de la guerre à Gaza, mais en tout état de cause, on a l'air de s'approcher d'un accord de cessez-le-feu qui durerait 42 jours. Qui aurait 3 phases. Il semblerait que la première phase ait été déjà validée, que elle comporterait des libérations de civils, de femmes soldats, et que chaque valeur d'un civil ou d'une femme soldate israélienne correspond à un nombre de prisonniers palestiniens qui seraient libérés. Je crois que femme soldate, c'est 50 prisonniers, et pour un civil, c'est 30 prisonniers. Maintenant, combien reste-t-il d'ailleurs précisément d'otages israéliens et en vie, parce que c'est difficile de vous dire. C'est difficile de vous dire, et c'est d'ailleurs ce qui a toujours mis en difficulté les négociations sur ces accords, c'est que le Hamas lui-même n'est pas en mesure de dire qui est vivant, qui ne l'est pas.
Donc il y a des listes qui sont distribuées un peu partout, qu'on voit dans la presse, sur les réseaux sociaux. C'est difficile de connaître leur authenticité parce que ça évolue chaque jour. De temps en temps, dans le cadre de la guerre psychologique que mène le Hamas, on reçoit des vidéos d'otages vivants, abîmés. Et là aussi, ça montre que les conditions de détention sont terribles. Oui. Après, il y a l'authentification pour savoir si ça date d'il y a quelques heures, quelques jours, ou si ça date d'auparavant. Alors, ces négociations, elles sont menées par le Qatar, c'est ça notamment? Elles sont menées par le Qatar avec l'aide de l'Égypte. Aujourd'hui, je crois, doit se tenir une nouvelle réunion à Doha avec le chef du Mossad, du Shin Bet, et le Premier ministre qatari et l'envoyé spécial de Trump. Donc on voit bien que la transition américaine est derrière aussi. L'envoyé spécial de Trump, c'est pas de Biden, parce que c'est toujours Biden qui est encore... Oui, mais tout le monde sait qu'à partir de la semaine prochaine, Trump prendra les manettes et qu'il y a une forte pression qui a été mise par Donald Trump. Pour arriver à un accord avant qu'il rentre à la Maison Blanche. Un accord prévoyant donc cet échange et une trêve, une suspension, ce que vous avez dit, d'une quarantaine de jours des combats. C'est le feu de 42 jours avec des négociations sur les phases suivantes pendant la réalisation de l'accord. Parce que aujourd'hui en Israël, il y a une volonté aussi de la population, probablement qu'il y ait un arrêt, non? C'est une évidence. Vous parlez, et on parle souvent en France, de conflit Israël-Gaza. Mais permettez-moi de vous rappeler qu'Israël n'est pas seulement en conflit à Gaza. Pas plus tard qu'il y a quelques heures, à 3 heures du matin, la moitié du pays a été réveillée par un tir de missile du Yémen, qui a été intercepté par le système antimissile. On sait très bien que les Iraniens sont derrière. Le Yémen est en frontal avec Israël. Il y a le Sud-Liban. Il y a maintenant la frontière avec la Syrie. Il y a les territoires en Cisjordanie et il y a Gaza. Donc on voit bien que aujourd'hui la situation est beaucoup plus complexe. Et dans l'esprit d'un citoyen israélien, il ne pense pas exclusif Gaza. Aujourd'hui, il pense Gaza parce que otage. Mais il pense surtout à sa sécurité, à sa sérénité. Parce qu'il est dans une insécurité permanente. Permanente. C'est un peu l'histoire de l'État d'Israël. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une volonté de la population israélienne d'en finir. Mais il y a en tout cas un consensus dans la société israélienne que la guerre ne sera terminée que lorsque les otages seront tous rentrés à la maison. Ça, à Gaza. Quelle que soit la couleur politique. Oui, parce qu'on dit qu'il y a un consensus là-dessus. Pour certains, c'est un peu moins. Il y a eu des appels depuis des mois et des mois pour arrêter, entre guillemets, l'escalade, évidemment, et puis la guerre à Gaza. Puisque, évidemment, il y a des victimes des bombardements. Il y a eu beaucoup de morts. Absolument. Des milliers de morts, bien sûr, des victimes innocentes pour certaines, qui sont victimes collatérales, en fait, de ces frappes, bien sûr, pour essayer de ces frappes et des tirs du Hamas. Et des tirs du Hamas, évidemment, aussi pour une réplique. Mais ça, c'est difficile à faire entendre sur l'ensemble de la planète. Et je le disais tout à l'heure avec mon invité précédente, c'est-à-dire que finalement, en fonction de l'endroit où on se situe, et puis d'une certaine couleur ou d'une couleur politique notamment, on ne voit pas les choses de la même manière, On ne les perçoit pas de la même manière. Il est d'ailleurs très intéressant de voir que quand on se trouve au Proche-Orient, les gens qui vivent au Proche-Orient sont beaucoup plus optimistes sur leur futur que quand on est en dehors du Proche-Orient. Et ça, c'est la responsabilité des médias. C'est la responsabilité de ceux qui choisissent de raconter une histoire. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, sur le terrain, quand on est un Israélien, quand on entend ou fait parler les citoyens israéliens, il est plus facile pour eux de voyager à Dubaï et de se sentir plus en sécurité en allant à Dubaï qu'en venant à Paris ou qu'en allant en Belgique ou qu'en allant aux États-Unis, même à New York. Donc ils considèrent que leur avenir aujourd'hui, ils ont vu le rôle qu'a joué l'ONU, ils ont vu les réactions des chancelleries internationales, et il y a un trauma dans la société israélienne qui est double. Il y a le trauma d'avoir vécu le 7 octobre, mais il y a le trauma du manque de soutien de la communauté internationale après ce
qu'ils ont vécu le 7 octobre. Et donc on se tourne plus naturellement vers la région, et je crois que les prochains mois, voire les prochaines années, vont montrer qu'il va y avoir une reconstruction régionale, une prise en main régionale, pour des solutions à la fois sécuritaires et politiques, qui mettront hors jeu les dirigeants européens, mais avec la bénédiction des Américains. Ouais. C'est-à-dire hors-jeu. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans la picture, comme on dit, dans l'image, dans le game. Et c'est en tout cas ça la perception de la société israélienne. C'est de dire qu'en fin de compte, nous avons eu les accords d'Abraham. Il ne faut jamais oublier que le 6 octobre, la veille du 7 octobre, il y avait une euphorie, aussi bien à New York qu'à Tel Aviv, quant à la signature imminente d'un accord entre l'Arabie Saoudite et Israël. Et que le 7 octobre a été fait aussi pour déstabiliser ce processus. Donc ce processus va reprendre. Il ne s'est jamais arrêté depuis le 7 octobre. Vous parlez à quelqu'un qui a négocié pour i24 News des accords de partenariat avec des pays arabes. Nous sommes la seule chaîne israélienne à avoir fait partie des accords d'Abraham. Nous avons des partenariats avec les Émirats, nous avons des partenariats avec le Bahreïn, et nous avons des partenariats avec le Maroc. Je n'ai pas eu un dirigeant de ces pays me demandant de retirer mes correspondants permanents depuis le 7 octobre ou d'arrêter notre diffusion. Alors vous êtes au Maroc, mais par exemple, vous n'êtes pas dans les deux pays voisins, je pense, l'Algérie ou la Tunisie, quoi. Non, elle a très bien expliqué pourquoi. Oui. Et effectivement, nous ne sommes pas dans ces pays-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que ceux qui ont fait le choix de la normalisation avec Israël, les événements du 7 octobre ou la guerre à Gaza n'est pas venu remettre tout en question. Et je crois que grâce à la force de ces accords, il y a un futur. Quand j'entends ici ou là qu'il n'y a pas de vision politique, qu'il n'y a pas que cette guerre est faite sans vision politique. Ici, il y a une vision politique, mais difficile à imaginer. Elle n'est pas ici, elle est régionale. Mais vous comprenez bien aussi, Franck Menoul, c'est difficile à imaginer quand on voit toujours qu'il y a des victimes. Elle est difficile à Gaza. Patrick, elle est difficile à imaginer quand on voit ce que les médias montrent. Bah oui, mais ils montrent une forme quand même de réalité. Sur notre chaîne, je vous rappelle que nous avons 4 chaînes, une en français, une en anglais, une en arabe et une en hébreu. Et que sur nos chaînes, vous avez sur nos plateaux des gens qui s'expriment de Riyad, de Dubaï, de Manama, du Maroc et d'autres pays arabes de la région qui débattent avec des Israéliens, qui soient d'accord et qui ne soient pas d'accord sur la question palestinienne ou la situation à Gaza, et que ce dialogue a lieu. Il n'est pas exclusif sur des bombardements à Gaza, il montre qu'il y a un dialogue régional, qu'il y a une prise de conscience régionale, et c'est ça la vocation d'i24 News, de montrer ce qu'est la réalité d'un nouveau Proche-Orient qui s'est mis en marche déjà il y a 2 ans. Allez, la vérité en face sur Sud Radio jusqu'à 10h avec vous, Franck Menoul, président de i24 News. On va y revenir justement sur votre rôle et puis les critiques que vous subissez. Vous allez y répondre dans un instant sur Sud Radio. Et si les auditeurs veulent dialoguer, 0826 300 300. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face avec cette guerre. On a parlé de guerre, Israël, Gaza, même si vous nous l'avez dit, Franck Menoul, vous êtes mon invité jusqu'à 10h, président de i24 News, vous dites c'est plus global, parce que la menace pour Israël, elle vient un peu de toutes parts ce matin, par exemple de plusieurs fronts. Ce matin, un missile venant du Yémen, on suspecte derrière l'Iran, bien sûr. Alors vous êtes critiqué sur les réseaux sociaux par certains, pas tout le monde bien sûr. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques? Alors je n'ai plus en fait, je n'ai plus le texte exactement là, mais je voyais Thomas Porte qui dit voilà, je connais la cause palestinienne, etc. Ce n'est pas de l'information i24 News, c'est de la propagande au service du génocide commis par Israël. Oui, alors vous l'avez dit, nous sommes critiqués et nous sommes aussi célébrés. Je reviens d'une tournée dans les pays du Golfe où nous avons été remerciés pour notre travail, particulièrement sur la chaîne en arabe, parce que c'est la seule chaîne pour eux qui donne une information globale en arabe de ce qui se passe dans la région. Ceux qui nous critiquent sont ceux qui font de la politique. Qui ne sont pas focalisés sur la réalité du terrain.
ceux qui nous critiquent. Il s'appuie sur une forme de réalité en disant regardez ce qui se passe encore à Gaza avec des victimes. Oui, la différence entre eux et moi, c'est que moi je vis là-bas. Oui. La différence entre ceux qui critiquent et nous, c'est que nous émettons depuis là-bas. Nous avons des journalistes sur le terrain partout. Quand nous recevons des missiles, je suis obligé d'évacuer la chaîne pour protéger les journalistes. Donc ce que je dis, c'est que ces gens qui font de la politique, eux ont un soutien à la cause palestinienne par pur opportunisme. Parce que si on est sincère sur le soutien à la cause palestinienne, et je le suis, c'est de savoir qu'aujourd'hui, les Palestiniens, qu'est-ce qu'ils veulent? Se libérer de la terreur du Hamas et se libérer de la corruption de l'autorité palestinienne. Il suffit de les écouter. Et c'est ce que comprennent les pays arabes de la région. Où sont tous ces pays qui ont donné des millions, voire des milliards de dollars à Gaza pour la reconstruction de Gaza, pour le développement de Gaza? Ils ont vu ce que le Hamas a fait de tous ces millions et ces milliards. Aujourd'hui, ils sont dans le silence parce qu'il y a un malaise. Et donc, je dis à ces gens-là, plutôt que de critiquer depuis Paris dans des salons, certains vont peut-être parfois sur place. Moi, je ne les vois pas souvent. Vous ne les voyez pas souvent. En tout cas, on les invite. Monsieur Thomas Porte a eu l'occasion plusieurs fois de venir sur i24 News. Il l'a peut-être oublié. Et il saluait la diversité de ton, puisqu'il avait l'occasion de débattre avec des gens qui ne partageaient pas ses idées. Ouais. Alors comment justement vous pouvez continuer, vous, à faire votre travail dans toutes ces conditions? Vous l'avez dit, c'est assez difficile. Là, on a entendu un extrait de l'un de vos présentateurs vedettes, qui est originaire de Marseille d'ailleurs. Je le signale au passage pour les auditeurs marseillais, Jean-Charles Banoun. Je vais vous dire, i24 News, c'est 400 personnes. Ce sont 35 nationalités. Ce sont des juifs, des chrétiens, des musulmans, des Israéliens et des Arabes qui coexistent dans une seule newsroom. Si ça s'appelle de la propagande pour LFI, don't act. Mais la difficulté du travail aujourd'hui au sein de notre rédaction, c'est de pouvoir gérer les émotions. Parce que nous avons une photographie globale. La chaîne israélienne, bien entendu, a des relations privilégiées avec les services de l'armée et les services de renseignement israéliens. Bah oui, mais la chaîne arabe... C'est pour ça que certains disent oui, vous êtes la propagande, vous êtes la voix de Netanyahou. La chaîne arabophone, la différence, c'est que contrairement aux chaînes internationales comme France 24, par exemple, puisqu'on est en France, i24 News ne reçoit aucune dotation ou aucun budget de l'État. C'est privé, ça appartient. C'est privé et ça appartient à Altis Amérique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, cette chaîne, elle a aussi une chaîne arabe qui lui amène, elle, des informations du Hamas ou du Hezbollah ou du Yémen. Donc, grâce à cette diversité, nous sommes en mesure d'avoir une photographie globale de la situation dans la région. Et c'est ça qui plaît. Aujourd'hui, i24 News est devenu, de fait, l'alternative d'Al Jazeera, pas seulement pour la communauté internationale, mais pour les pays arabes eux-mêmes. Je vous rappelle, à titre indicatif, que Al Jazeera a été interdite, il y a quelques jours, de diffuser dans les territoires palestiniens. Ça veut bien dire quelque chose. Vous êtes diffusé dans le monde entier. Absolument. Là où vous êtes regardé le plus, aux États-Unis peut-être, non? Difficile à dire. Vous êtes difficile à dire comme c'est une chaîne internationale, mais je sais qu'il y a une très grosse audience dans le monde arabe. Très très grosse audience dans le monde arabe. Il y a une grosse audience en France. Et aux États-Unis, bien entendu, mais aussi en Afrique du Nord. Merci beaucoup Franck Meloul d'être venu ce matin sur Sud Radio. Et donc on le redit, il y aurait un accord, on serait proche d'un accord dans les 24 heures pour une version finale d'accord de cessez-le-feu et libération des otages du Hamas, avec notamment l'émissaire de Donald Trump. Merci Franck Meloul. Dans un instant, on va encore parler médias avec évidemment Valérie Expert et Gilles Gansman, et notamment de la nouvelle numérotation, vous avez vu, qui va venir en France, et ça va beaucoup changer. Il y aura 6 chaînes du service public sur les 10 premiers canaux. Certains disent que c'est scandaleux. Bon, je ne sais pas. Vous pouvez réagir, bien sûr. Et puis, les 4 chaînes d'information, puisqu'on parlait d'information, qui vont se retrouver ensemble. Alors que là, elles étaient dispersées façon Pulse dans l'ancienne numérotation. Et puis, on se retrouve demain matin. André Berkoff aussi, qui reviendra, ce midi sur Russie, Afghanistan, Iran notamment, quand on négocie, entre guillemets, avec le diable.